Alors, en fait, je suis arrivée en France il y a 10 ans et à un moment, je me suis dit, je vais peut-être faire un bilan des galères que j'ai rencontrées au niveau administratif, des, euh, des traumatismes au niveau de mon premier boulot, parce qu'il y a quand même des différences culturelles. Et donc, l'idée n'est pas du tout de jeter la pierre à l'administration française. Pas du tout, pas du tout. C'est juste de partager. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Alors, je m'appelle Lena Ndiaye et donc je suis ingénieure informaticienne. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, au cours de cette présentation, comme j'ai dit, on va parler des galères administratives, de ce que j'ai traversé, parce que j'ai monté aussi une communauté Android, comment je l'ai montée et comment je la fais tourner. On va aussi parler des idées reçues, parce que quand on vient d'un pays, on arrive dans un autre. En l'occurrence, même d'un continent à un autre, il y a forcément des idées reçues. Et donc, on va en parler. Est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que ça ne s'est pas confirmé? On verra par la suite. Alors, du coup, j'en ai profité pour faire... parce que émigrer, je me suis dit, mais c'est quoi la différence? J'en ai profité, c'est l'instant culture générale. Donc, immigrer, c'est le fait d'entrer dans un pays. Et émigrer, c'est le fait de quitter un pays. Donc, c'était juste l'instant culture générale aujourd'hui. En réalité, je suis venue la première fois en mars 2004. Donc, mais je me suis installée en 2010, mais je suis arrivée en mars 2004, donc en mars. Et moi qui viens d'un pays africain où quand on a vraiment froid, c'est 18-20 degrés. Donc, je vois la grêle. Donc, je sais que la neige, ça existe. Mais je pense que j'avais jamais vu de grêle. Et donc, c'était une première découverte pour moi, la grêle en France. Donc, je me suis installée en 2010 pour raison familiale. Alors, ce qui m'a... Quand je suis arrivée en France, pour raison familiale, donc je suis arrivée avec ma fille, il y avait plein de démarches administratives à faire, on verra par la suite. Je ne vais pas faire toutes les démarches, mais je vous en parlerai un peu de certaines. J'ai pas d'adresse. Parce que dans mon pays, j'avais mon adresse, Lena, rue R, ainsi de suite. Mais là, j'ai pas d'adresse. Je me suis dit, mais comment ça, j'ai pas d'adresse? Donc là, en fait, un exemple de ce que je peux recevoir, j'ai pas d'adresse, je vis chez mon époux. Je me suis dit, ça a été quelque chose qui nous a interpellés au début. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, on a préféré en rire. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais en parler quelque part à la préfecture ou pas? Mais non, c'est pas la peine, on va juste en rire. Mais c'est quelque chose, et jusqu'à présent, ça fait 10 ans, c'est quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît l'OFII? Ouais. Ah, ok. Alors, l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Effectivement, si on n'est pas étranger, on n'entend pas parler de l'OFII, c'est normal. Mais quand on arrive légalement, en tout cas en France, on passe par l'OFII. Alors, l'OFII, en fait, c'est quand on arrive en France, on vous fait une formation civique qui est obligatoire et une formation linguistique. Alors, moi, je n'ai pas eu la formation linguistique parce qu'ils se sont dit, bon, elle est ingénieure informaticienne, elle vient d'un pays, ancienne colonie française, on parle français, donc à ce niveau-là, ça devrait le faire. Et puisqu'elle n'est pas obligatoire, bon, on va la zapper. Par contre, la formation civique, elle est obligatoire. Et donc, c'est quoi la formation civique? On te fait découvrir c'est quoi les institutions françaises. C'est une formation, alors je me rappelle, à l'époque, peut-être que ça a changé, c'était une demi-journée
Il y avait plusieurs demi-journées en tout cas, mais celle-là, c'était une demi-journée avec, on te parle des institutions françaises, c'est quoi la laïcité, on te parle de l'histoire de France, de comment exercer la citoyenneté, de la vie associative. Et donc ça, c'est un ensemble d'engagements de l'État, c'est-à-dire l'État s'engage à te former sur ce que c'est la France, comment vivre en France, comment, c'est quoi la laïcité, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qui est important, et ainsi de suite. Et moi, en tant qu'immigré, j'ai des engagements aussi. Donc, je m'engage à respecter des valeurs essentielles, je m'engage à faire des démarches professionnelles, à signaler tout changement de situation, ainsi de suite, et à suivre les dispositifs d'accompagnement. Et je dois aussi savoir chanter la Marseillaise. Je ne sais pas si vous savez chanter la Marseillaise, de A à Z. Est-ce que quelqu'un sait chanter la Marseillaise? Non? Donc je me suis dit, mince, il faut que j'apprenne la Marseillaise. Mais en réalité, non. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la Marseillaise. Mais on m'avait dit que, mais non, quand on arrive en France, en fait, pour avoir les papiers, il faut savoir. Donc du coup, j'ai essayé avant d'y aller, j'ai essayé de retenir, mais j'avoue que j'ai pas. Donc heureusement que c'était fake news. Et donc, il y a l'engagement de l'État d'un côté, il y a mes engagements à moi, et donc à la fin, on doit signer, c'est un document très important, je dois signer un contrat d'intégration républicaine, donc qui dit que j'ai eu la formation, je suis au courant des institutions françaises, de la laïcité, de tout ce qu'on a vu, et je m'engage aussi, on a vu ce à quoi je m'engage, et c'est vraiment un document que je dois signer, et ce document, il est très très important pour la suite, c'est-à-dire si un jour je dois avoir la nationalité, on va le voir, moi après on m'a demandé ce document. Donc c'était un document très très important. Donc l'OFII me donne un cachet, on va dire un visa pour 1 an, et au bout, à la fin, je dois donc faire la carte de séjour de 1 an. Et donc, à l'époque, je vivais dans le 9-3. Je devais aller à la préfecture de Bobigny. J'arrive à la préfecture de Bobigny, qui ouvre à 8h30. Je me dis, allez hop, j'arrive à 8h, je fais la queue 30 minutes, ça devrait le faire. Donc, j'arrive à 8h30. Voilà. C'est ça que je trouve devant la préfecture. OK. On fait la queue. On avance, on avance, on avance. Et quand il y a des centaines de personnes, eh bien, les esprits s'échauffent un peu. OK. On avance. Et après, on nous dit, bon, on ne prend plus personne. D'accord. Bon, il va falloir rentrer et revenir un autre jour. Je reviens un autre jour, donc je suis arrivée à 8h. Je me suis dit, allez hop, demain j'arrive à 7h30, ça devrait le faire. 1 heure quand même à l'avance, ça devrait le faire. Ça, c'est la tentative numéro 2. Essayez de me trouver quelque part. C'est pareil en fait. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça fait 2 fois que je viens à la préfecture, 1h30 d'attente, j'arrive pas à rentrer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai été voir sur Google, et donc sur Google, au grand mot, les grands remèdes, il faut se lever à 3h du matin, donc arriver à la préfecture à 4h du matin en taxi, parce que bon, il n'y a pas de transport en commun à cette heure-là. J'avais une chaise pliante, un plaid, des bonnets et un gant. Et des messieurs qui revendent des places. On verra ça après. Donc ça, c'est un extrait. Et en fait, c'est en 2010, c'est ça. Mais ça, je pense que ça ne s'est pas amélioré. Parce que là, vous voyez, c'est un extrait de Libération. Donc, à l'époque, je ne me suis pas prise en photo. Mais ils ont pris des photos. Ça, c'est des gens, c'est ce que j'ai vécu moi. J'ai fait la queue,
À 3 heures du matin, j'arrive à 3h30. Et donc, je fais la queue. Imaginez en plein hiver. En plein hiver, il fait, je sais pas quoi, 2, -2, 0. Et donc là, on attend de 4 heures du matin jusqu'à 8h30 dans le froid. Et donc, les gens, en fait, ils sont obligés de poser des jours de congé pour aller à la préfecture. Et donc, il y a une répercussion sur le boulot. Donc, quand je suis arrivée avec une dame, il y avait 5 personnes devant nous, mais en fait, on s'est retrouvés avec 10 personnes devant nous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'il y a des messieurs, c'est leur job. Ils se lèvent le matin, ils vont à la préfecture à 4 heures du matin, il y avait 5 personnes comme j'ai dit, et en fait, discrètement, ils vont vendre la place à d'autres personnes. Et donc, on s'est retrouvés avec 30 personnes devant nous, avec la dame, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 5 personnes devant, et là, on en a 30. En fait, on s'est rendu compte, on a vu que les gens, ils viennent discrètement laisser leur place à d'autres personnes. Donc, ces 5 personnes, ils se relaient pour vendre leur place à des personnes qui, c'est leur job, quoi, ils vivent de ça. Et donc, on a râlé un peu avec la dame et ils ont arrêté. Mais bon, on s'est retrouvés de 5 à 30 personnes devant nous. Mais bon, on a quand même pu entrer dans l'enceinte de la préfecture. Et donc, on dépose les papiers et ensuite, on vous donne un récépissé. Et donc, un récépissé, c'est un papier qui dit qu'on n'a pas la carte de séjour, mais qu'on est quand même en situation légale, qu'on peut travailler. Sauf que quand j'ai commencé à chercher du boulot, il y a des boîtes qui m'ont dit, est-ce que vous avez la carte de séjour? Non, mais j'ai un récépissé. Ils me disent, c'est quoi un récépissé? Donc, ils savent pas. Peut-être que ça a changé, mais en tout cas, ils savent pas ce que c'est qu'un récépissé. Donc, à l'époque, si tu as un récépissé, pour trouver du boulot, je peux te dire que c'est pas très facile parce qu'en fait, ils savent pas ce que c'est. Eux, ils connaissent que la carte de séjour. Alors que le récépissé a la même valeur, en fait, que la carte de séjour. Et donc, effectivement, le récépissé, il ne dure que 3 mois, le temps d'attendre d'avoir la carte de séjour. Mais comme ils ne connaissent pas, bon, bah, tant pis. Donc, on déménage à Rennes, recherche de travail. Donc, j'ai eu un premier CDD de 6 mois en tant qu'analyste de données dans la fonction publique territoriale, suivi d'une longue période de chômage. Donc, j'ai commencé. Alors, je suis une citoyenne modèle, hein, puisque j'ai fait une formation. On m'a parlé de la laïcité, de plein de choses, du bénévolat. Bon, bah, en plus, j'étais au chômage. Je me suis dit, allez, hop, je suis disponible. Je vais faire de l'aide aux devoirs, des activités maison de quartier, des participations aux sorties scolaires, des kermesses. Et donc, il y a un gamin qui me dit, la classe de ma fille, toi, tu ressembles à du caca. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait la remarque. C'est après que j'en ai parlé, on m'a dit, c'est parce que tu es noir. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Et depuis, j'ai continué à faire les sorties scolaires, mais avec moins d'enthousiasme qu'avant. Mais bon, je me suis dit, c'est un enfant. Je préfère rester sur le côté positif. Alors, la différence entre Rennes et Bobigny, c'est que c'est une petite ville, donc moins d'affluence. Donc, pas besoin de se lever à 4 heures du matin. Et je pense qu'en plus, maintenant, à Rennes, en tout cas, ils ont fait un système de prise de rendez-vous en ligne. Donc, je ne sais pas si la préfecture de Bobigny l'a fait. Mais en tout cas, à Rennes, ils font un système de prise en rendez-vous en ligne. Donc, la naturalisation, quelques années après, on peut se faire naturaliser. Rendez-vous à la préfecture, il y a plein de documents, c'est pas grave. Rendez-vous à la police aussi, il y a plein de documents. Je me suis dit, j'ai tellement donné de documents, à un moment, ils vont peut-être me demander mon sang. Bon, heureusement, on ne m'a pas demandé mon sang.
Et donc, il y a une question qu'on m'a posée à la police. On m'a dit, vous avez combien de frères et sœurs? Je me suis dit, mais combien de frères et sœurs je dois avoir pour être française? Je ne sais pas si... j'ai pas osé poser la question, mais j'ai cogité dessus. En plus, il fallait une réponse précise. C'est pas une question bateau comme ça. Il fallait vraiment donner le nombre de frères et sœurs. Ça fait partie de la procédure. Je me suis dit un jour, je sais pas, j'irai peut-être demander, mais c'est quoi le lien entre être naturalisé français et le nombre de frères et sœurs que je pouvais avoir. Il faudrait peut-être qu'un jour je prenne mon courage à deux mains pour poser la question. Alors j'étais au Maroc il y a longtemps et il y a un Marocain qui m'a fait une blague, qui m'a dit quand on va aux États-Unis pour un entretien de boulot, alors il m'a dit c'est une blague. On te dit mais qu'est-ce que tu sais faire? On s'en fout des diplômes que tu as, on te dit qu'est-ce que tu sais faire? Et en France, on s'en fout de ce que tu sais faire. Tu as quel diplôme? Alors je me suis dit ne tweetez pas la suite parce que je vais me faire écharper. En Afrique, vous connaissez qui? Ok. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai traversé une période de chômage. En France, c'est vrai que pour le moment, je pense que ça a tendance à changer. Le diplôme est quand même très important. On te juge beaucoup par rapport au diplôme. Donc, je me suis dit, je vais faire une formation pour rajouter une ligne sur mon CV. Je suis restée longtemps sans travailler. Pour revenir sur le marché de l'emploi, j'ai envie de rajouter une ligne sur mon CV. Du coup, j'ai fait une formation de développeur Android au CNAM de Paris. Et donc, j'ai envoyé plein de CV. J'ai envoyé des CV, obtenu des entretiens en tant que Fatoumata. C'est mon premier prénom. Je m'appelle Fatoumata Annette Lena. Mais on m'appelle le plus souvent Lena. Annette ou Lena. Mais c'est Lena qui a pris le dessus. Et donc, quelqu'un qui me dit, mais non, si tu mets tout le temps Fatoumata sur ton CV, tu n'auras jamais de boulot. Parce qu'on est en France et c'est un prénom africain. Donc, t'as pas beaucoup de chances d'avoir du boulot. Donc, change, mets Lena, en plus, on t'appelle Lena. Bon, ok. En fait, j'ai pas suivi le conseil, j'ai fait la moitié du conseil. J'ai envoyé des CV avec Fatoumata et j'ai envoyé des CV avec Lena. Donc, avec Lena, pareil, j'ai eu des CV, j'ai quand même eu plus, je me suis rendu compte. Mais ne tirez pas de conclusion hâtive quand même. J'ai eu plus de retours en ayant envoyé un CV en tant que Lena qu'en tant que Fatoumata. Alors, il y a quelque chose qui m'est resté en tête. J'échange avec un recruteur par mail qui me fixe un rendez-vous. J'arrive. Alors, j'arrive, il me serre la main. Il me dit, bonjour, oui, c'est vous Lena, oui. En fait, j'ai rien pour vous. Ok. D'habitude, moi, ça me choque pas qu'il ait rien pour moi. Mais d'habitude, on reçoit la personne au moins dans son bureau, on discute un peu, la personne présente son profil, sa motivation. Après, on se rend compte, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il ne savait pas que j'étais noire quand il m'a envoyé un mail. Et du coup, parce qu'en fait, dès que j'arrive, comme j'ai dit, il me serre la main, il me dit qu'il n'a rien pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, en tout cas, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a fait très mal au cœur, mais comme j'ai dit, j'ai préféré être au-dessus de ça et avancer. Et donc, comme j'ai dit, le résultat est surprenant. Parce que quelqu'un m'a dit que j'aurais pas, en tout cas que ce serait difficile, mais finalement, j'ai quand même eu mon CDI en tant que Fatoumata. Donc, les préjugés qu'on peut avoir, après je parle pour moi, hein, j'en fais pas une généralité. Il y a eu beaucoup de discussions dessus dans les médias, les prénoms, on en parle dans les CV, les adresses aussi, il y a eu beaucoup d'échanges dessus, que des fois on ne devrait pas mettre le prénom et le CV et rendre le prénom et l'adresse et rendre le CV anonyme, parce que le fait de mettre le prénom ou l'adresse peut être
un préjudice pour le candidat. Mais donc, quand j'ai dit que moi, je pense que ça m'a pas porté préjudice, mais je parle que pour moi. J'en fais pas une généralité. Donc, comme je disais, j'ai eu un CDI en tant que Fatoumata. Et donc, mon premier CDI, mon premier traumatisme, c'était la méthode agile. Je ne connaissais pas avant la méthode agile. J'avais travaillé 8 ans au ministère de l'Éducation de mon pays d'origine. J'avais fait 6 mois ici en France dans la fonction publique territoriale et je connaissais pas la méthode agile. Donc j'arrive dans mon job et on me dit, mon Scrum Master me dit, alors cet US, je prends l'US pour faire le dev, je devais lui dire le nombre exact de temps que je dois passer dessus. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. En fait, le Scrum Master, je me suis rendu compte, il préférait livrer avec plein de bugs. Mais je connaissais pas, hein, mais... Alors, comme j'avais fait une formation Android, je devais faire un projet de fin d'année. Et donc, le projet de fin d'année, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur le Paris Android User Group. Donc, j'ai échangé avec eux et j'ai rencontré Eyal. Donc, ceux qui sont dans l'écosystème Android, ils connaissent Eyal. Et Eyal qui me dit, je remercie beaucoup Eyal qui me dit, mais pourquoi tu monterais pas un User Group à Rennes? Je lui dis, oula, je connaissais pas le monde des meet-up. Il me dit, oui, tu vas voir, je vais te mettre en relation avec les personnes qu'il faut, ainsi de suite. Et donc, Rennes Android User Group, du coup, j'ai accepté de le monter. On a fait notre premier événement le 16 février. Il y a eu Cyril Mautier, le gros stress de l'apprenti orga. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il ne va pas y avoir du monde? La recherche de sponsors, résultat négatif. Alors, la recherche de sponsors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai contacté pas mal de boîtes et tout le monde a refusé, mais tout le monde. Ok. Après, on me dit, ouais, c'est pas grave, c'est normal parce que bon, c'est une nouvelle communauté. Les boîtes, en général, ils sponsorisent que les boîtes connues parce que bon, ils attendent quelque chose en retour. Je comprends bien. Et donc là, je contacte, il y a une des boîtes que j'avais contactée qui me dit, mais non, on n'a plus de budget. On n'a vraiment plus de budget. Ok. Donc, j'avais à peu près 80 inscrits pour l'événement. Donc, elle s'est rendu compte, la personne, oula, mais en fait, 80 inscrits, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de m'immiscer. Du coup, la personne me rappelle 2 jours avant pour me dire, ah bah finalement, si tu veux, on peut te sponsoriser et mettre notre logo sur ton meet-up. Donc, je me suis rendu compte que c'était plus intéressé qu'autre chose. J'ai dit non, merci. Je préfère moi. Alors, je comprends les sponsors. C'est pas gratuit. Parce que les sponsors, effectivement, ils ont quelque chose en retour. Mais en fait, je me dis, je préfère être avec des gens qui sont quand même plus communautés que le côté, qui regardent plus ce qu'ils peuvent rapporter aux communautés que l'inverse. Donc, j'ai dit non à son sponsor et j'ai préféré payer de ma poche l'apéritif. On était à peu près 80 personnes. Mais bon, je ne l'ai pas regretté. J'ai eu un énorme plaisir à le faire. Donc, depuis, je contacte des speakers. On organise des événements tous les 2 mois. Donc, de recherche de speakers. Il y a le Brestcamp que je remercie, qui nous fait la captation. Le Brestcamp qui nous soutient aussi beaucoup. Parce qu'en fait, on bénéficie de son statut juridique pour accéder à la French Tech. On a aussi la French Tech, nous, à Rennes, et à la fac. Alors nous, la French Tech, il nous dit qu'il s'appelle plus French Tech, il s'appelle le Pool, avec 3 O. Et depuis, le Rennes Android User Group est devenu GDG Rennes Android, Google Developer Group. On a rejoint la communauté des GDG. Donc j'ai mis un orange, c'est pour parce que je sais que Brestcamp, le fondateur, les Brestcamp, ils aiment le orange. Donc j'ai mis, c'était un petit coucou pour eux, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font.
Beaucoup de soutien aux communautés, ils font la captation et comme je l'ai dit, ils nous facilitent l'accès à la fac listique et à la French Tech. Le pool. Alors, quel impact sur ma carrière? Qui sont ceux ou celles qui croient que ça a forcément un impact positif? Levez la main. Qui pensent que ça n'a aucun impact ou un impact négatif? Ok. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, ils pensent pas. Alors je fais partie aussi des Women Tech Makers ambassadeurs. C'est aussi une communauté Google. Alors ne vous fiez pas au nom, ça vise pas que les femmes. C'est un projet qui vise à la diversité. C'est plus la diversité, c'est pas que les femmes, la diversité dans les communautés. Et donc j'organise des événements dans ce cadre-là. Alors je pense que l'impact des communautés. Quand on débute sur une techno, je pense qu'aller vers les communautés, c'est pas mal parce que déjà on découvre des technos, mais en plus on se fait des réseaux. Où je suis pas débutant, mais j'arrive dans une nouvelle ville, ça permet de faire de se faire un réseau très vite. Alors, quand j'organise des événements, franchement, des fois j'ai envie de tout laisser parce qu'il y a des haters qui font des remarques mais très très pas constructives, quoi, on va dire. Et je me dis, c'est déjà pas facile d'organiser. Si en plus les haters s'y mêlent, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc j'ai envie de leur dire, les critiques gratuites, peut-être pas très pertinents, les orgas sont des bénévoles, les speakers ne sont pas payés et ne jetez pas la pierre aux speakers padawan. Parce qu'en fait, j'ai eu des remarques comme quoi j'avais des speakers qui n'étaient pas très pointus. Mais en fait, si on ne fait que des meet-up avec des sujets très très pointus, les débutants vont être perdus. Donc moi, j'essaie de faire un mix des deux. J'essaie d'avoir des sujets très pointus et j'essaie aussi d'avoir des sujets abordables pour tout le monde. Parce que comme ça, tout le monde s'y retrouve. Par contre, comme j'ai dit, toute critique constructive est la bienvenue. Mon deuxième traumatisme. Et franchement, ça m'a traumatisé, la bise aux collègues, parce que dans mon pays, on ne fait pas de bise. Ça m'a traumatisé. Et je me rends compte que j'ai pas osé dire non à la bise. Après, je me suis habituée. Hein. C'est même pas une question de transmission de maladie, c'est juste que c'était culturel, j'en faisais pas et je devais en faire. Et j'ai pas osé dire non. Alors, je m'en veux de pas oser dire non. Mais c'était mon deuxième traumatisme après la découverte de la méthode agile. Je me suis dit, alors, dans mon pays, on serre la main. C'est pas mieux. Hein, si on prend le côté transmission de maladie, serrer la main, c'est pas mieux. Mais bon, je me suis dit, l'alternative à la bise, ça peut être ça. Alors, le marché de l'informatique, je voulais faire un point très très rapide, les métiers en tension. Alors, les métiers en tension, c'est des métiers qui ont plus d'offres et pas assez de profils. Et donc, pourquoi on en arrive à ce stade-là? Parce que les sociétés, les ESN recherchent le mouton à 5 pattes. Donc ça, effectivement, si on continue comme ça, l'informatique sera toujours un métier en tension. Et donc, avec l'immigration choisie, on se dit on va peut-être réussir à combler les trous. On verra. Alors, mes idées reçues. Je vais pas toutes les lister. Avant de venir m'installer, je pensais que la France était une société individualiste, que le chacun pour soi. Mais en réalité, c'est pas ça. Moi, de mon vécu, c'est pas ça. Moi, je me suis sentie accueillie en France. Je me suis sentie aidée par des personnes.
comme j'ai pu aider des personnes, il y a des personnes qui sont venues vers moi, comme Léna, je cherche du boulot en Android à Rennes, est-ce que je peux te donner ton CV? Mais par contre, il y a, si je reviens sur l'impact tout à l'heure des communautés, j'ai une anecdote à raconter. J'arrive dans un nouveau boulot et mon lead tech me dit, une semaine après, de la part du manager, Léna, on cherche des profils Android. Est-ce que tu peux nous aider à recruter? Je me suis dit, en fait, on m'a recruté pour mon profil ou on m'a recruté pour les aider à recruter. Et donc, au final, ça s'est mal passé, en fait. Donc, l'impact n'était pas aussi positif que ça, mais je reste pas sur ce côté-là. Mais moi, ce que je retiens de la France, de mon vécu, et donc cette idée reçue, je l'ai barrée. La France, pour moi, c'est pas un pays individualiste, c'est un pays où on s'entraide, mais peut-être qu'on va pas vers les autres. Je pense qu'on va pas demander de l'aide. Mais moi, par contre, je sais demander de l'aide, je sais aller vers les autres. Et donc, moi, je pense que la France n'est pas un pays individualiste du tout, au contraire. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez eu la nationalité française combien de temps après être arrivé en France? 5 ans après. Par choix ou c'était... Alors, par choix, effectivement, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup à la politique. Je viens, ma famille, d'une famille de politiciens. Et du coup, je voulais voter. Pour voter, aux élections, il faut avoir la nationalité. Donc, j'ai voulu avoir la nationalité pour voter. J'étais même assesseur aux élections présidentielles passées. Donc oui, c'était par choix, mais ce qui m'a le plus motivé, c'était pour pouvoir voter. Merci. Ah, c'est le Sénégal, le pays de la teranga. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus impressionné en France? Oula, c'est une question piège, ça. Tu n'aurais pas une question plus simple? Alors, sur quel côté? Ah, alors déjà, la bise, comme j'ai dit, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée. Et en plus, on s'habillait. Après, je me suis habituée, hein. Nous, au Sénégal, on s'habillait pas pareil. Donc, niveau habillement, ça m'avait un peu impressionné, on va dire. Mais oui, j'ai pu avoir d'autres impressions. Mais après, je suis passée sur ça. Parce que bon, après 10 ans, on s'habitue, on reste plus sur ça. Du coup, au début, tu as parlé d'une longue période de chômage. Et en fait, du coup, ma question, c'est est-ce que comme tu as eu beaucoup de refus, je suppose que tu as galéré pendant un certain temps pour trouver ton premier emploi. Et du coup, tu as un peu lâché l'affaire du coup, au bout d'un moment. Et du coup, tu t'es dit, bon, bah, je vais faire autre chose, je vais faire de l'associatif. Et après, du coup, quand tu as déménagé sur Rennes, ça s'est un peu débloqué. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais même à Rennes, c'était pas évident. Même à Rennes, c'était pas évident de trouver du boulot. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la formation Android parce que rappelle-toi, en France, on te demande quel diplôme tu as. Et donc, je me suis dit, pour revenir sur le marché de l'emploi, il faut rajouter une ligne sur mon CV. Et je pense que ça a joué. Même si mon premier CDI,
ils m'ont recruté. C'était pas pour faire de l'Android, mais le fait que j'ai fait cette formation-là, ça montrait que je suis pas restée les bras croisés pendant tout ce temps-là. J'ai fait une formation, j'ai rajouté une ligne sur mon CV et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Merci. C'est moi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, en fait, j'ai changé de ville une fois. J'ai changé de ville une fois, ça fonctionne pas. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je rechange de pays? Non, j'ai jamais pensé à changer de pays parce que mon mari à l'époque, est de Rennes. Donc, il voulait qu'on s'installe à Rennes. On s'est installé à Rennes. Et non, j'ai jamais pensé à changer de ville. En plus, j'adore Rennes. C'est une belle ville. Je me suis dit, en fait, non. Pour moi, il fallait vraiment... La solution, c'était me former, soit à la maison. Je me suis même formée sur des technos à la maison. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je rajoute une ligne sur mon CV. Parce que quelle que soit la ville, c'est l'impression que j'ai. Hein. Quelle que soit la ville, on me demandera toujours quel diplôme tu as. Et le diplôme que j'ai, il n'y a pas de souci. J'ai ce diplôme. Mais comme je suis restée un moment sans bosser, il fallait que je m'actualise en fait. Et m'actualiser, c'est faire une formation. Bonsoir. Moi, je te pose la même question que tu nous as posée, à savoir si le monde associatif, tu penses qu'il t'a plutôt aidé ou il a plutôt rien fait, il a rien fait évoluer, ou il a plutôt eu un impact négatif sur toi. Et ensuite, savoir si aujourd'hui tu es contente d'être française et toujours en France. Alors, je vais commencer par la dernière question. Oui, je suis ravie d'être en France. Je ne regrette rien. J'ai laissé mon boulot. Je suis arrivée en France, j'ai galéré. Et même, il y a des gens qui me disent mais Léna, reviens, parce que c'est pas normal, tu es ingénieur informaticien, c'est pas normal que tu galères. Non, je suis là, je reste ici. Pour moi, je dois pouvoir trouver du travail partout dans le monde. Donc, et du coup, je me suis dit, ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Donc, j'ai jamais eu de doute. Ça n'a pas été facile, mais j'ai jamais eu de doute. Alors, est-ce que le monde associatif a joué? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'en fait, déjà, je fais beaucoup de réseaux. Oui, c'est l'alarme. Déjà, je me fais beaucoup de réseaux et j'ai pu aider des gens, comme des gens ont pu aussi m'apporter de l'aide. Et j'ai pas mal voyagé parce que je fais partie de la communauté des GDG. Donc oui, je pense que je peux dire oui, le monde associatif, les communautés ont eu un impact positif sur ma carrière. Hormis la petite anecdote de la boîte qui m'a confondu pour une ESN. Donc oui. Et s'il n'y a plus de questions. Est-ce que... je continue, du coup, j'ai le micro, mais est-ce que plus tard tu te vois intégrer d'autres associations, mais plus pour intégrer des personnes en France et puis améliorer ce parcours-là où toi tu as galéré et puis tu as déjà une expérience dessus, et ou alors peut-être amener tes connaissances dans ton pays natal et puis du coup faire le trajet inverse en fait. Alors, alors, ce que j'ai envie de faire actuellement, je vais moins... je suis déjà dans certaines communautés et je me suis dit, effectivement, je peux rejoindre d'autres communautés, mais j'ai peur de me disperser parce que des fois aussi, si on ne se focalise pas à vouloir tout faire, on fait mal les choses. Donc, je me suis dit, bon, Léna, ma fille, concentre-toi, sois efficace, focus. Par contre, si quelqu'un vient vers moi, je suis toujours disponible. Et après, oui, je suis pour le Sénégal, je suis sur leur Slack, on discute. Je suis même allée parce que je donne des conférences aussi, j'ai donné des conférences à Android Makers, à Brest, à Nantes.
et au Brestcamp. Et je suis allée aussi donner une conférence, toujours sur Android, au DevFest de Dakar. Ils étaient très contents de me voir revenir donner des conférences là-bas. Oui. Bonsoir, déjà merci beaucoup pour la conf. Moi j'avais une question, tu as dit que tu avais galéré pendant des années du coup. Comment tu fais pour rester aussi positive en fait et pour te battre encore, pour toujours pousser plus loin quand enfin je sais pas, moi à ta place j'aurais l'impression de pas d'être rejeté mais que le pays veut pas de toi en fait, parce que c'est vraiment tout est fait pour freiner un peu ça, tout est fait pour aller dans l'autre sens en fait. Comment tu fais pour garder qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher en fait pendant autant de temps? Alors en fait, je me suis pas dit que le pays ne veut pas de moi. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit bon, quand on arrive quelque part, c'est jamais facile. Et en fait, je me suis dit, c'est à moi d'aller vers ce pays-là. Le pays ne viendra pas vers moi. Ça, c'était ma philosophie. Donc, c'est toujours à moi d'aller vers le pays. Et donc, c'est peut-être ce qui m'a permis de pas perdre espoir, de croire en moi et de me dire non, j'ai ma chance ici comme tout le monde. Et le fait de monter la communauté, d'être dans les communautés, c'est peut-être ma manière à moi de rajouter des étapes dans la fondation de ce beau pays qu'est la France. Donc pour moi, je m'investis dans les communautés, c'est ma manière à moi de pas tout prendre de la France, mais de redonner un peu. Merci. C'est moi. Oui, il y a l'apéro. On peut. Merci. Merci.